Le 18 avril 1991, Christopher Case fut retrouvé mort dans sa salle de bain après que des policiers pénétrèrent dans son appartement situé à Seattle. Il ne présentait aucune trace de blessure et d'après le médecin légiste, la cause du décès serait due à un arrêt cardiaque. Mais lorsque ses proches en furent informés, ils racontèrent à la police le cauchemar que Chris vécut juste avant sa mort, ainsi que le fait qu'il prétendait avoir été victime d'une malédiction mortelle lancée par une sorcière le 11 avril de la même année. Simple crise cardiaque ou acte de sorcellerie. Après investigation et témoignages récoltés, nombreuses sont les interrogations et les zones d'ombre entourant le décès tragique de ce jeune homme dans la force de l'âge. Vous constaterez vous aussi que rien n'était vraiment clair dans la mort si soudaine de Chris et les tribulations qu'il vécut juste avant celle-ci. Si ce n'est cette déclaration qu'une femme étrange lui lança, lui prédisant son décès au jour près. Christopher Case était originaire de Fayetteville, une petite ville située en Caroline du Nord. Il travaillait là-bas pour une radio locale et était passionné par la musique. D'après ses proches, il fut décrit comme une personne intelligente, cultivée et athlétique. Ils dirent aussi qu'il prenait sa santé très au sérieux en s'entraînant régulièrement et en surveillant de très près son alimentation. Tout allait bien dans la vie de Chris, mais il se sentait limité professionnellement dans sa ville natale. Il se mit donc en quête d'un meilleur emploi dans le domaine de la musique en postulant pour plusieurs grandes compagnies situées dans le reste des États-Unis. Sa démarche porta rapidement ses fruits et après avoir décroché le poste de directeur musical dans la compagnie Muzak, il emménagea à Seattle pour pouvoir pleinement honorer sa nouvelle fonction. Christopher devint très populaire auprès de ses nouveaux collègues, au point qu'ils se lièrent rapidement d'amitié avec lui. Mais malgré ça, il resta toujours fidèle à ses anciennes amitiés ainsi qu'à sa famille qu'il tenait toujours informée de ses activités aussi souvent qu'il le put. Chris était vu comme un bon parti, mais il était toujours célibataire et ses nouveaux amis ainsi que ses collègues commencèrent à s'en mêler. Il ne l'était sûrement pas volontairement, mais son emploi du temps était si chargé qu'il ne cherchait pas activement à être en couple. Chris aimait tellement son travail qu'il ne comptait pas les heures. Et les nombreux déplacements jalonnant son emploi du temps ne lui laissaient que peu de temps pour la recherche d'une compagne. En tout cas, Chris pétillait de vie et était loin d'être triste. Il avait à vrai dire une passion qui le prenait particulièrement à cœur en occupant une grande partie de son temps libre. C'était l'étude de la musique antique. D'après ses connaissances, il pouvait passer des soirées entières dans son appartement à étudier et interpréter d'anciennes compositions musicales, notamment celles du bassin méditerranéen et de l'Égypte antique. Mais avant de rentrer dans de plus amples détails concernant les divers événements précédant la mort de Chris, il faudrait préciser que tout le monde le décrivit comme quelqu'un de très rationnel. Et c'est en partie pour cette raison que personne ne comprit réellement ce qui se passa la semaine précédant son décès. Ceci étant dit, remontons 7 jours avant la date fatidique. C'était le jeudi 11 avril, et Chris, accompagné de ses collègues, devait se rendre à San Francisco pour un voyage d'affaires afin de conclure de nouveaux contrats avec différents producteurs musicaux. Tout se passa pour le mieux et les négociations se déroulèrent sans encombre. Après cette longue journée, Chris et ses collègues décidèrent d'aller dîner à l'extérieur afin de se détendre et passer à autre chose. Et c'est dans ce restaurant qu'il fit la connaissance d'une femme qui s'installa à leur table et prit part à la conversation. Au fil des discussions qu'ils partageaient autour de la table, Chris constata qu'elle aussi connaissait très bien les anciennes musiques et cela suscita son intérêt. Ils commencèrent donc à échanger leurs connaissances sur le domaine en parlant de leur passion commune. Mais plus la soirée avançait, plus la femme se montrait entreprenante avec lui et il devint évident pour Chris qu'elle tenta de le séduire, notamment en lui proposant à plusieurs reprises de l'accompagner chez elle. En dépit de l'insistance de la femme, Chris déclina poliment ses avances car il ne cherchait pas à avoir ce genre de relation précipitée. Mais la femme se sentit rejetée par son refus et le prit mal, ce qui la rendit de plus en plus agressive, au point qu'elle lui fit une déclaration qui bouleversera les derniers jours de sa vie. Elle lui confia qu'elle était en fait une sorcière et qu'à cause de son rejet, elle lui enverrait un sort lui faisant regretter son attitude à son égard. Elle ajouta après cela qu'il ne lui resterait plus qu'une semaine à vivre à compter de cette date. Comme nous l'avons dit, Chris était quelqu'un de rationnel, et il ne sut pas comment prendre cette déclaration. Il haussa alors simplement les épaules avant de quitter les lieux. D'après ses amis, il ne croyait pas au paranormal ou à la sorcellerie et n'était pas non plus considéré comme une personne religieuse. Il ne prit donc pas ses menaces au sérieux et repartit à Seattle le lendemain. Une fois de retour dans son appartement, il voulut partager cette anecdote avec sa vieille amie d'enfance prénommée Sammy qui habitait toujours à Fayetteville.
Il lui parla de tout ce qui s'était passé avec la femme durant la soirée, aussi bien pour en rire que pour lui demander ce qu'elle en pensait. Samy lui répondit qu'il avait bien fait de ne pas accepter son invitation et que bien qu'elle aussi ne prenait pas vraiment ses menaces au sérieux, elle conclut que pour avoir ce genre de réaction, cette femme n'était certainement pas une personne recommandable. Les prochaines 24 heures se déroulèrent tout à fait normalement et rien de particulier ne vint déranger la petite vie tranquille de Chris. Mais tout commença à basculer 48 heures après la troublante déclaration. Et c'est dans la matinée du 14 avril qu'il appela Samy complètement paniqué pour lui décrire la nuit épouvantable qu'il avait passée. Chris lui dit que pendant la soirée du 13 avril, au moment où il s'apprêtait à dormir, il entendit des chuchotements à divers endroits de son appartement. Il se leva donc de son lit pour en trouver la source. Mais à chaque fois qu'il pensa en trouver l'origine, il semblait alors cette fois venir d'une autre pièce de son appartement, le faisant ainsi tourner en rond presque toute la nuit. Il ajouta aussi qu'il lui sembla percevoir avec sa vision périphérique des ombres se déplacer sur les côtés, et qu'au moment où il portait le regard vers elles disparurent subitement. Samy, un peu perturbé par ce qu'elle venait d'entendre, ne savait pas trop quoi lui répondre et lui demanda de faire attention. Elle insista aussi pour qu'il garde le contact avec elle. Mais cette nuit n'était que le début de sa descente aux enfers. Le matin du 16 avril, il appela de nouveau Samy pour lui dire que quelque chose l'avait attaqué pendant son sommeil. Il lui dit qu'après s'être endormi de fatigue, il se réveilla en plein milieu de la nuit complètement paralysé pour sentir la pression de main autour de son cou l'empêchant de respirer. Il ajouta qu'au bout d'un certain temps, les mains le lâchèrent et quand il reprit possession de son corps, il constata la présence de petites incisions au bout de ses doigts ainsi que de taches de sang un peu partout sur ses draps. L'attaque fut particulièrement violente, au point qu'il confia à son ami qu'il pensa mourir étouffé cette nuit-là. Il finit par dire à Samy qu'il pensa sérieusement avoir été ensorcelé par la femme et qu'il allait désormais tenter son possible pour se libérer du sortilège lancé. Il appela aussi plusieurs autres de ses amis pour leur exprimer ses inquiétudes et leur confier qu'il pensait avoir rencontré une véritable sorcière la nuit du 11 avril. Cela faisait à peine quelques jours depuis son retour de San Francisco, et toutes ses connaissances avec qui il fut en contact pendant cette période se sont accordées pour dire aux enquêteurs qu'il avait vraiment changé. Sa personnalité avait été grandement impactée par les récents événements qu'il vécut, transformant ce jeune cadre plein de vie en une personne apeurée et profondément troublée, à peine reconnaissable par rapport à l'ancien Chris rationnel qu'il connaissait. Mais pour Chris, c'était trop. Cette nuit où il crut mourir fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il prit donc la ferme décision de combattre autant qu'il le put la malédiction dont il pensait avoir été la cible. Il décida donc de se rendre dans une boutique religieuse et ésotérique pas loin de chez lui. Le responsable du magasin, Rodney Iguchi, raconta à la police qu'il remarqua que lorsque Chris entra dans sa boutique, il se mit à remplir son panier de crucifix. Cet acte piqua sa curiosité et M. Iguchi vint à sa rencontre pour lui demander comment il comptait s'en servir. C'est alors que Chris lui parla de ses dernières nuits ainsi que de la femme de San Francisco qu'il rencontra dans la soirée du 11 avril et du sort qu'elle lui lança. Il ajouta qu'il était venu dans cette boutique justement pour se défendre des attaques occultes dont il fut récemment la cible. Rodney fut ravi de l'aider et lui recommanda bon nombre d'articles pour se défendre contre la sorcellerie, notamment des livres, des bougies ainsi que de l'eau bénite et du sel. Et dans l'après-midi du 16 avril, la guerre fut déclarée pour Chris. Il se mit alors à placer les crucifix, les bougies ainsi que le sel pour former une barrière magique tout autour de son appartement. Il écrit aussi beaucoup de notes et d'incantations sur des petits papiers pour l'aider à combattre les mauvais esprits. Nous ne connaissons que peu de détails sur la soirée du 16 avril, mais elle fut si terrifiante pour lui qu'il prit la décision de quitter son appartement précipitamment afin de louer une chambre d'hôtel pour y passer la nuit. Le lendemain matin, Samy chercha à le joindre à plusieurs reprises sur sa ligne fixe, mais personne ne décrocha car Chris avait quitté son appartement durant la nuit. S'inquiétant pour Chris, elle contacta la police de Seattle pour leur demander d'aller vérifier si son ami allait bien. Une fois sur place, les policiers trouvèrent l'appartement verrouillé et n'entendirent aucun bruit indiquant la présence de Chris. Ils ne purent donc pas pénétrer à l'intérieur sans mandat et tinrent informer Samy du fait que l'appartement semblait vide. Toute cette situation perturba profondément Samy et elle se sentit impuissante. Elle aurait vraiment voulu savoir où était Chris, mais elle vivait à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui et ne connaissait personne à Seattle pour s'enquérir de son ami. Après être revenue du travail, elle trouva un message vocal laissé par Chris enregistré sur son répondeur. Sans qu'elle le sache, ce serait la dernière fois qu'elle entendrait sa voix. Dans son message,
Il lui confia qu'ils faillirent la voir la nuit d'avant, et qu'il croyait cette fois que sa prochaine nuit serait la dernière qu'il passerait sur cette terre. D'après Sammy, la voix de Chris indiquait qu'il s'était résigné, comme si plus rien n'aurait pu le sauver de cette fatalité. Après avoir entendu son message, elle tenta de le joindre et essaya de le rappeler, mais personne ne décrocha au bout du fil. D'après l'enquête policière, elle ne fut pas la seule personne à entendre Chris ce jour-là. Il visita un prêtre catholique dans l'après-midi avant de repartir dans la boutique ésotérique juste après. À cette occasion, Rodney Iguchi décrit aux policiers à quel point Chris avait l'air épuisé lors de leur dernière rencontre, ainsi du fait qu'il demanda d'autres conseils pour se défendre contre la magie noire, et il fut heureux de l'aider autant qu'il le put. Dans la matinée du 18 avril, Sammy retenta de joindre Chris, mais encore cette fois personne ne décrocha. Angoissée de ne pas avoir pu parler à son ami depuis quelques jours, elle appela cette fois la compagnie de musique où travaillait Chris. Alors qu'elle discutait avec eux, ils l'informèrent qu'il ne s'était pas présenté à son lieu de travail depuis plusieurs jours maintenant. Après avoir exprimé son inquiétude aux collègues de Chris ainsi qu'à sa famille, elle décida d'appeler la police une nouvelle fois en leur expliquant à quel point ses inquiétudes étaient fondées, en leur parlant notamment du message vocal qu'il laissa dans sa messagerie. Elle insista pour qu'ils se rendent de nouveau dans l'appartement de Chris pour s'enquérir de sa sécurité. Quand ils arrivèrent sur place, ils pénétrèrent cette fois dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, ils entendirent des chants religieux tournant dans les haut-parleurs et virent tout le dispositif que Chris avait mis en place, comme les crucifix, les bougies et le sel. Ils se sont alors mis à l'appeler et à fouiller la maison en criant son prénom, mais personne ne répondit. Alors qu'ils finirent d'inspecter les pièces principales, ils pénétrèrent dans la salle de bain et c'est là qu'ils découvrirent son corps inanimé. Chris était agenouillé dans sa baignoire, complètement vêtu et appuyé en partie sur le mur qui était à ses côtés. Aucune blessure ne fut constatée sur son corps et il était totalement sec, indiquant que le robinet de la baignoire n'avait pas été actionné. Il fut déclaré mort d'une simple crise cardiaque par le médecin légiste qui arriva sur les lieux quelque temps plus tard, et l'analyse toxicologique ne montra aucune trace de poison dans son sang. Après sa longue bataille contre ses ennemis invisibles, Chris succomba dans la nuit du 17 avril. Et quand ses proches furent informés par la police de la cause entre guillemets naturelle de son décès, ils ne comprirent pas et témoignèrent de toutes les péripéties que Chris vécut avant sa mort. Quoi qu'il se soit passé pendant cette semaine d'avril 1991, Chris était persuadé qu'il était victime de quelque chose d'occulte et de sinistre, au point qu'il en avait prédit sa propre mort à sa meilleure amie. Cette affaire soulève de très nombreuses interrogations. Comment cet homme dans la force de l'âge et en excellente santé était-il mort si brusquement ? Aucune trace de drogue ni de poison ne fut retrouvée dans son sang. D'un point de vue purement rationnel, cela semble incompréhensible. Était-il mort d'une simple crise cardiaque ou d'une malédiction ? Pourquoi la police n'a jamais cherché l'identité de la femme avec qui il fut en contact dans la soirée du 11 avril ? Entre autres car la mort de Chris fut considérée comme naturelle par le médecin légiste, donc aucune preuve ne permettait d'incriminer la femme. Elle ne fut donc pas considérée comme suspecte par les autorités. Avait-elle réussi à l'assassiner à distance sans laisser la moindre trace ? D'après ses proches et sa famille, tout porte à le croire. Qui avait donc introduit cette femme à la table de Chris et par quel hasard connaissait-elle aussi les musiques anciennes ? Cela est en effet une drôle de coïncidence. Quoi qu'il en soit, après des jours de tourments et de tortures aux mains d'on ne sait quelle force invisible, le pauvre Chris aimé de tous succomba finalement, laissant derrière lui des proches endeuillés et un mystère qui ne sera probablement jamais élucidé.